bonsoir, merci d'être là en live. Alors attention, on est sur une coiffure approximative en live en différé. Coucou, c'est Swanad, merci d'être là ce soir une nouvelle fois. Merci à ceux qui regardent en différé. Voilà. Ben oui, mardi, ben oui. Hello, Damien R25, merci d'être là. Ben oui, mardi, pas lundi. Hein, on était quand même sur des petites journées de folie, hein, je vous avouerai. Donc c'est pour ça que je ne suis là qu'aujourd'hui. Coucou Thomas, ah ça fait trop plaisir, on a des élèves par là, mais trop sympa, merci d'être là Thomas. Oui voilà, lundi, journée de folie, on a enchaîné, voilà je suis rentrée à la maison, il était 19h30, donc je savais que ça allait être comme ça, donc je me suis dit non c'est mort. Mais je suis bien au rendez-vous aujourd'hui pour parler culture et actualité culturelle, voilà, mais j'espère que vous avez passé une bonne journée et voilà que vous êtes prêts à écouter l'émission tranquillement. En tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver et j'ai lu des choses que je vais vous retranscrire aujourd'hui. Un petit stream aujourd'hui, mais oui, pourquoi? Parce qu'à partir de 19h, je deviens maman solo. Donc, voilà, on va pas laisser les enfants s'entretuer tout seuls. Donc, je vais essayer de gérer tout ce petit monde. Ça va, Thomas? Thomas, merci. Ben oui, puis je t'ai vu aujourd'hui en plus, Thomas. Un grand assistant du CDI, voilà, qui est toujours là pour aider. Donc, c'est chouette de te voir aussi par ici. Alors on va parler de quoi? Donc petite revue de presse ce soir jusqu'à 19h. Pour me rattraper, je serai là demain. Je serai là demain, mercredi, jeudi et vendredi. On va parler déjà de Gaël Faye. Alors Gaël Faye, si vous ne connaissez pas, il faut le connaître en fait. C'est un chanteur, slammer plutôt, entre slam et rap. Hein. C'est surtout aussi un écrivain magnifique qui a écrit ce livre que j'ai adoré. Merci Thomas, j'adore avec les petits émoticônes et tout, c'est trop chouette. Qui a écrit ce livre que j'adore, je vous en avais déjà parlé, qui s'intitule Petit Pays, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens il y a 2-3 ans je crois, et qui est juste exceptionnel, qui narre à travers les yeux d'un enfant de 10 ans ce qui s'est passé au Rwanda dans les années 90, mais aussi au Burundi. Et oui, parce que ce sont des conflits, deux pays voisins, et deux conflits finalement meurtriers, qui se ressemblent pas mal. Mais livre magnifique. Pourquoi on parle de lui dans le dernier numéro du magazine La Croix? Eh bien parce que il a un nouvel album. Ben oui, donc c'est l'occasion de revenir sur cet album-là, qui est aussi engagé. Pourquoi? Parce qu'il parle de sujets quand même difficiles. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on est loin du cliché du rap. On a l'impression que le rap, voilà, c'est juste des gars qui s'énervent et voilà, qui disent plein de gros mots, toutes les phrases. Non, Gaël Faye, c'est vraiment... On déjoue les clichés, c'est du rap engagé avec des textes d'actualité, donc c'est vraiment super chouette. On parlera aussi, dans ma revue de presse, de l'année 1991. Bah oui, Thomas, tu n'étais pas né par exemple. Moi, je l'étais, j'avais 7 ans. Et pendant que moi j'écoutais... Qu'est-ce que j'ai marqué dans mes notes? Pendant que j'écoutais la BO de La Petite Sirène en boucle, mais je vous j'assure que c'est vrai, sur ma vieille, mon radiocassette. Et ben en Union soviétique, avant que ça devienne la Russie, il y a eu un festival de hard rock metal avec des grands groupes, genre AC/DC, Metallica, ça devrait parler à tout le monde, même aux plus jeunes. Et il y a eu ce festival-là, donc c'était un truc incroyable, insensé dans ce qu'on appelait l'Union soviétique, où c'était voilà, très carré et tout. Et finalement, peut-être que ça a contribué à faire chuter l'Union soviétique et que ça devienne après démocratie. On va le voir, on va parler musique, politique, c'est super passionnant. Je suis encore sur une énonciation de programme qui dure 3 heures, mais tout va bien. On va parler aussi de Netflix, d'Amazon Prime, toutes ces plateformes de streaming. Pourquoi? Parce qu'elles se battent pour acheter et diffuser les animés japonais. Ça n'a jamais autant cartonné. Alors moi, je me doute, parce que les élèves, ils sont fans de manga, mais ils regardent aussi beaucoup d'animés. Et là, c'est la folie à tel point que les plateformes s'arrachent les animés. Forcément, ça fait monter le prix des animés. On parle de business, on parle d'argent et aussi de bataille de plateformes de streaming. Passionnant, c'est dans le Figaro. Et enfin, on parlera d'une scientifique, Nathalie Cabrol. Moi, je ne connaissais pas, j'avoue. Pourtant, elle est assez connue, elle est bien connue de la NASA, avec qui elle a collaboré. C'est une scientifique et une chercheuse qui travaille dans un institut qu'on appelle le SETI, j'espère que je prononce bien, en tout cas qui est basé en Californie. Et elle, son truc, c'est l'exploration, Mars, la conquête spatiale, tout ça. Et surtout cette fameuse question, sommes-nous seuls dans l'univers? Voilà. Et peut-être qu'elle a quelques pistes de réponse. Et c'est dans le numéro de Society. Voilà, j'ai fini mon programme. On peut commencer l'actu culturelle. Surtout si je veux finir à 19h. Voilà. J'espère que ça va fonctionner. Il faut que j'aille pas mal vite quand même pour le programme. On part dans l'actu, je prends mes notes et je suis à vous. Coucou Caronix. Ah que coucou, je suis là. Merci d'avoir été là. Alors en plus j'étais grosse nulle. C'est-à-dire que à part si vous me suivez sur Twitter, j'ai pas annoncé sur Twitch que j'étais pas là hier. Pourquoi? Parce que je me connecte jamais sur Twitch au boulot en fait. Puisque c'est pas le rôle d'aller sur Twitch
au boulot. Et donc, du coup, hier, de toute façon, j'étais débordée, j'ai pas eu le temps. Mais trop, voilà, je suis désolée. J'ai vu surtout, et je suis nulle, hein, je suis nulle pour tout ce qui est communication, tout ça, Twitch, je suis un peu une grosse naze. Oui, t'as vu sur Twitter, Caronix? Ah, bah ça va. Alors. Oui, oui, oui. Ben, en tout cas, je suis là aujourd'hui et je serai là demain. Mais c'est trop gentil, Caronix. Mais ça me touche beaucoup, c'est sympa. Je prends mes notes et je suis à vous. On va parler de Gaël Faye. J'adore ce gars. Oui, alors on va parler de Gaël Faye. Alors, je peux pas screener mon écran de téléphone. Voilà, on est sur des galères. Là, il faut que ouais, il faut que je résolve le problème, mais c'est un petit peu galère. Donc, ça va être une sorte de petite capture du magazine La Croix de ce week-end. Mais c'est pas terrible. Bref. Oui, on va parler de Gaël Faye, mais j'adore cet homme. Il est assez incroyable. Et vous verrez que si vous avez des clichés un peu sur le rap et tout ça, eh ben vous allez peut-être penser tout le contraire finalement. Parce que voilà, Gaël Faye, c'est un chanteur, un écrivain, un poète. Et même là, dans l'interview qui est donnée dans le magazine La Croix, il y a beaucoup de poésie. Et ça, c'est trop bien. Alors oui, que nous dit cet article-là? Donc là, je peux pas zoomer, je suis trop désolée. Je l'ai peut-être en... Ah, je l'ai peut-être quand même en diffusion comme ça, ou en tout cas en partie. Ça serait déjà pas mal. Ouais, vite fait comme ça. Ça, vous voyez un peu sa tête. Voilà, il est là. Oui, qui c'est Gaël Faye? Alors il est... Oui, on se souvient du roman de cet écrivain, nous dit La Croix. Inattendu, bah, c'est vrai qu'on l'attendait pas, on le connaissait pas trop. Hein. Je sais pas si c'est son premier livre. Hello, Tokila, bonsoir, merci d'être là, c'est cool. Dans cette émission, on parle culture de manière détendue. Donc, et puis là, je commençais ma revue de presse en parlant de Gaël Faye. Mais c'est cool qu'il soit là. Avec un petit following, mais c'est trop gentil. Mais merci beaucoup. Trop chouette. Ouais, inattendu. Il est sorti un peu de nulle part. Alors, même s'il chantait déjà, c'était quand même assez confidentiel. Hein. C'est des petites scènes, c'est pas des grands concerts, le grand nom, etc. Mais quand même, hein, il fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et voilà, Petit pays, juste magnifique. Pourquoi? Et La Croix parle de quoi? D'une candeur dans ce livre. Mais oui, c'est ça. Qui dit candeur dit innocence. C'est tout à fait ça, puisque c'est relaté par un enfant de 10 ans. Une candeur aussi désarmante que les scènes de persécution furent monstrueuses. Ben oui, parce que ça parle du conflit au Rwanda, du fameux génocide de 94, mais aussi du conflit meurtrier qui a touché le Burundi pendant de très longues années. Ce sont des pays voisins, on va le voir juste après. Donc magnifique. Alors, œuvre autobiographique, dit Lacroix. Alors, je crois qu'il avait dit quand même que c'était pas tout à fait autobiographique, c'était pas mal inspiré, mais pas, voilà. Donc à voir, mais en tout cas, ça a reçu le prix Goncourt des lycéens, c'est largement mérité. On en parle aujourd'hui de Gaël Faye parce qu'il y a un dernier album qui est sorti, il fait du slam, il s'intitule Lundi méchant. Et comme toujours, ce sont des textes engagés dans cet album-là, sur les thèmes quoi, de l'exil, de l'épuisement au travail. Ouais, c'est un thème qui, on se dit, mais ok, il est abordé en musique, c'est assez dingue, mais oui, il le fait. Il parle de ça, d'épuisement au travail, de violence policière, bah oui, c'est dans l'actu, hein. Des textes incisifs qui ne laissent pas de répit, nous dit Lacroix, mais carrément. Donc très engagé, bien sûr, il va partir en tournée dans toute la France. Voilà, nous savions, nous dit Lacroix, qu'il avait 1000 cordes à son arc, mais nous avions découvert d'autres facettes moins connues. Alors oui, parce qu'il est installé au Rwanda depuis 2015, on verra qu'il a un parcours assez particulier, il est métis d'ailleurs, il est engagé aujourd'hui aux côtés de sa femme franco-rwandais comme lui, et de ses beaux-parents fondateurs du collectif des partis civils pour le Rwanda. Ben oui, on en avait parlé il y a quelques mois. Il y a eu un rapport qui est sorti sur la responsabilité de la France à l'époque du génocide rwandais en 94. Donc pour les plus jeunes qui ne sauraient pas de quoi on parle, voilà, en 94, il y a eu un génocide dans un pays d'Afrique qu'on appelle le Rwanda entre deux ethnies. C'est très dur à résumer ici. Et la France, dans ce génocide, alors qui dit génocide dit meurtre en masse, hein, la France a eu quand même une certaine responsabilité qui n'a été reconnue qu'il y a quelques mois. Et encore, il n'y a pas eu d'excuses. Bref. Un génocide ne s'arrête jamais, ni Gaël Faye, il a beaucoup d'avis là-dessus, forcément. Ça poursuit des générations, ça poursuit les mémoires, le dossier ne sera jamais fermé. Et oui, parce qu'il évoque dans l'entretien notamment que le 27 mai dernier, quand Emmanuel Macron voilà, a reconnu la responsabilité de la France pendant cette période-là, et bah du coup voilà, il a son avis là-dessus et c'est plutôt hyper intelligent. On voit qu'il n'est pas dans la vengeance. Vous allez voir ce qu'il dit, c'est hyper poétique, c'est trop beau.
Oh bah, je vois même, et pourtant j'ai 2 trucs dans le chat, je vois pas trop toujours vite comme ça. Je fais dans l'ordre. Sinon, comment ça a été les réunions et tout hier? Bah oui, bah réunion, voilà, conseil pédagogique, donc voilà, plus enchaînement avec un petit labo, comme on aime bien, qui était ouvert jusqu'à 19h, plus, voilà, plus les enfants. Ouais, alors on dit ouais, plus professeur documentaliste, mais c'est presque ça, Caronix. Prof pour le côté éducation, médias, information. Et puis documentaliste, le côté bibliothécaire de la chose. Mais pas à l'ancienne, hein. Pas à l'ancienne, plutôt un peu punchy. Maintenant, on n'est plus là à dire chute et à agresser chaque élève qui se lève de sa chaise. Non, non, c'est plus sympa. Il y a une bonne ouverture culturelle, ça fait partie de notre boulot. Mais c'est sympa de poser la question. Voilà, alors que nous dit cet article aussi, plein de choses. Et c'est trop intéressant parce que ce gars, il est trop intéressant en fait. Bon voilà, je tourne la page, mais vous voyez pas grand chose. Maintenant, tu mets juste débat. Non, débat virtuel des fois. Non, non, je rigole. Non, mais des fois, c'est vrai que des fois, on est quand même, ça monte, la moutarde elle monte au nez. Mais voilà, c'est tout dans la tête, quoi. Ou dans le regard. C'est dans le regard, on peut dire des choses. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner du tout, en fait. En collège, donc c'est pour ça que les journées sont parfois épuisantes, puisque vous le savez peut-être, collégiens ont beaucoup d'énergie. Au lycée, je trouve que ça se calme quand même. Pour avoir bossé un peu en lycée, je me dis, c'est quand même un peu plus calmos. C'est-à-dire que les élèves sont plus posés. C'est normal, ils grandissent, c'est un peu plus mature. Au collège, c'est animé, quoi. Mais c'est ça qui est sympa en même temps, c'est ça que j'aime bien. Je me verrais pas au lycée là tout de suite, j'aime bien le collège. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette interview? Ben oui, ben forcément, voilà, les concerts reprennent. Donc, qu'est-ce que ça fait, les concerts? Pourquoi les gens ont tant d'enthousiasme à se rendre en concert? Et ben oui, lui dit, je crois qu'on se rend à un concert pour sentir une communion, pour ressentir la même émotion que son voisin inconnu. Et lui, il se souvient, voilà, de ses premiers concerts, où par exemple, il y a des gens qui se tenaient la main, tout le monde dansait ensemble. Et il dit, je me souviens de ce moment où la liberté se trouvait autant dans le public que sur scène, et ça c'est vrai, il y a un truc qui se passe dans les concerts, qui se passe pas quand on regarde le concert en live sur écran, voilà, c'était pas du tout la même chose. Caronix. Mais Caronix, c'est le roi de la vanne, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être là. Mais oui, mais tu vois, voilà, mais tout dans le regard. Ben oui, carrément, les concerts, c'est clair, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe, moi ça fait, et du coup je suis pas allée à un concert depuis 2020, je pense, hein. Ça fait trop longtemps, mais moi je kiffe les concerts, je trouve qu'il se passe un truc. Les émotions c'est fois 10 000. Moi j'adore la musique, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais en concert ça n'a rien à voir. Et parfois on peut être déçu, par contre, au contraire, j'ai parfois été déçue. Et parfois il y a des groupes un peu inattendus qui m'ont trop remué, que j'ai trop aimé. Du genre par exemple un groupe français qui s'appelle Deluxe, et il était passé à Besançon, là où j'habite. Et voilà, à l'époque, c'était pas trop connu. En plus, maintenant, c'est un peu plus d'écho. Enfin, ça fonctionne plutôt bien. Il y avait une sorte d'énergie de folie, en fait. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce concert? Et franchement, c'est un des meilleurs concerts que j'ai fait. Pourtant, j'ai fait des grands noms aussi. Mais je trouve que parfois, une petite salle, une petite intimité, un groupe qui débute et tout, c'est plutôt sympa. Caronix n'a jamais été à un concert, c'est vrai? C'est vrai. Après, moi, je suis pas abonnée au concert non plus, mais après, oui, je comprends. Il faut aimer aussi la foule. C'est pas toujours évident. Et c'est pas toujours donné aussi, hein, les places de concert, en plus. Si on revient dans l'interview, qu'est-ce que ça dit? Oui, vous avez grandi au Burundi. En quoi croit-on là-bas? Alors, c'est la croix qui pose la question. La croix, c'est estampillé catho, voilà, hein, c'est normal. Donc, forcément, il y a des questions un peu centrées sur les croyances. Mais c'est hyper important ce qu'il dit. Gaël Faye, il dit que voilà. Déjà, c'est intéressant. Alors, il a grandi seul avec son père parce que sa mère est partie assez tôt, sa mère était rwandaise. Et son père, il était herpétologiste, c'est spécialiste des reptiles. Et du coup, il a passé beaucoup de temps avec lui, avec les populations autochtones, les pygmées qui vivent près de la forêt. Ils ont fait de la chasse aux serpents aussi. Et en ce qui concerne les croyances, il dit, voyez, il y avait des croyances animistes. Et qu'est-ce que c'est que les croyances animistes? J'ai dû faire ma petite recherche. C'est la croyance, c'est voilà, tous les êtres vivants ont une âme, et c'est aussi le fait que les esprits peuvent animer soit les êtres vivants, mais même aussi un objet ou des éléments naturels comme les pierres par exemple. Il y a un esprit dans chaque chose. Quoi. Ouais, mais c'est dur à dire. En même temps, là, je m'enflamme et je parle super rapidement. Donc ouais, super intéressant ce qu'il nous dit. Et il disait voilà, quand quelqu'un tombait malade, on ne l'emmenait pas à l'hôpital, on l'emmenait voir le sorcier. Donc c'est pas mal, parce que tout ça, en plus, on retrouve aussi dans le petit pays, parce qu'il parle du Burundi, toute cette
univers un petit peu de croyance qui est un petit peu loin du nôtre. Alors lui par contre, Gaël Faye, il a grandi dans le catholicisme, hein. Autant son père c'était un peu l'anarchiste, il dit, autant du côté de sa mère, même si sa mère est partie, il voyait toujours sa grand-mère, c'était vraiment très éducation très catholique. Et ça c'est intéressant aussi parce qu'il parle aussi du Burundi et des premiers colons qui sont arrivés au Burundi. Et ça, on n'a pas toujours la notion de ce qui s'est passé dans certains pays d'Afrique. Et ce qu'il nous dit, c'est que voilà, les populations ben, ont été... je trouve plus le mot. Voilà, les colons étaient catholiques, donc les colons ont... Ah, je trouve plus le mot. Tiens, pigeon. Qu'est-ce qu'il nous dit, Kaonix? Bref, avant les colons, en fait, ils croyaient en un dieu unique au Burundi et au Rwanda. Et c'était assez proche quand même de la religion catholique. Donc ils ont été convertis très facilement par les colons catholiques. Et ce que nous dit Gaël Faye, c'est que quand les premiers colons ont évangélisé le pays, tout s'est un peu mélangé dans l'esprit des gens au Burundi. Et puis après, il y a eu très peu finalement de personnes qui sont restées animistes. Et il y a eu beaucoup plus de catholiques. Gaël Faye, il était un peu exclu dans la famille parce que du coup son père était anarchiste et pas catholique, donc il n'était pas baptisé. Donc quand il allait voir sa grand-mère qu'il allait à l'église, il était genre mis de côté. Voilà, c'est le côté un peu parfois, mais c'est moins comme ça maintenant, mais parfois le côté un peu mis au banc, quoi. Mis au banc de l'église. Non, elle me dessin animé. Ben non, animiste, je sais pas si on peut prendre la racine, animaux, comme dans animaux en fait. Hein. Je pense le côté, je sais pas, être... je sais pas comment, j'ai pas la racine là, donc je peux pas trop vous dire, mais je pense que, ouais, l'idée d'esprits qui peuvent s'emparer même des objets, des êtres vivants. En tout cas, animé, ça bouge peut-être. Ça bouge, ça doit être ça. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi dans cette interview? Plein de choses passionnantes. Oui, comment avez-vous vécu l'année que nous venons de passer consacrée à la commémoration du génocide des Tutsis? Oui, c'est une question forcément qui se pose. Et il dit en fait la France et le Rwanda, ce sont deux pays liés, mais qui ont une histoire liée par la violence. Oui, forcément, il n'y a rien de très positif dans ce lien, en tout cas pour l'instant. Et il a dit, il y a un déni pendant très longtemps des responsabilités des pouvoirs français à l'époque. Oui, le génocide, il s'est déroulé en 1994. Et c'est seulement là, en 2021, qu'il y a eu une reconnaissance, après diffusion d'un rapport, d'une responsabilité. Donc, voilà, des années après. Mais par contre, lui, il pense que c'est quand même une avancée extraordinaire. Ça reste qu'une petite avancée, mais quand même, c'est une avancée qu'il faut relater. Après, il est reparti vivre au Rwanda maintenant. L'animisme, c'est la croyance en un esprit, merci, une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels, comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des génies protecteurs. Oui, je crois que le côté protection-protecteur, on entend mes enfants derrière, c'est très conséquent pour ceux qui sont animistes en tout cas. Alors, il est parti revivre au Rwanda, même s'il a grandi au Burundi. Donc le Rwanda, finalement, il connaissait pas tellement quand il allait s'installer avec sa femme et ses filles. Et il dit qu'en fait, 94, au Rwanda, c'est l'année 0. Oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est tellement sanglant. J'ai pas les chiffres des morts. Et puis après, tous ceux qui ont survécu, mais avec des traumatismes de malades. Mais j'ai mon fils qui s'enflamme derrière. Je pense qu'il fait un peu l'ambiance derrière. Mais en tout cas, c'est l'année 0. Oui. Et en fait, le Rwanda se reforme avec des jeunes qui maintenant, c'est très jeune au Rwanda, la population est très jeune, qui n'ont pas connu le génocide, mais qui sont quand même marqués parce que leurs parents l'ont connu par contre. Le pays se cherche, il a des défis, il a des fantômes aussi. Et ça, c'est intéressant ce qu'il dit. L'exercice de la mémoire, il est très délicat. Et oui, et ça, je ne savais pas. Donc, il y avait deux ethnies au Rwanda, les Hutus, les Tutsis. Et les Hutus et Tutsis étaient ennemis. Et du coup, il y a eu une guerre civile entre les guerres ethniques, on peut dire ça comme ça. Et maintenant, les mentions ethniques ont été interdites. Il est interdit de se définir en tant que Hutu ou Tutsi. Par contre, au Burundi, qui est le pays voisin, il y a des quotas. Il y a des quotas, c'est assez fou, quoi. Il faut 60% de Tutsi, 40% de Hutu dans toutes les instances représentatives. Donc c'est assez dingue la manière dont deux pays voisins qui ont connu des conflits meurtriers finalement se vivent complètement différemment. Et après il parle de rage aussi. Rage parce que c'est un combat mais qui est un peu dans la rage quand même, dans la révolte.
Et là, il cite qui? Il cite René Depestre. Et moi, je connais pas du tout, en fait, j'avoue. Qui est un écrivain et poète haïtien, qui a reçu le prix Renaudot en 1988, bref. Alors, il avait des amis assez connus, comme Pablo Neruda. Il était un peu pote avec Fidel Castro jusqu'à ce que ça devienne un peu, voilà, un peu obscur. Et du coup, après, il a fui Cuba. Mais bref, il s'inspire de ce poète-là, qui disait que l'homme doit osciller entre la tendresse et la révolte. Moi, j'adore ce qu'il dit. Écoutez ça, c'est dingue. Il n'y a pas de grande tendresse sans grande révolte. Lorsqu'on est révolté avec de la haine, on court à son propre péril. Ça sert à rien de se vénérer quand on a la haine. Il ne peut donc y avoir que des révoltes pleines de tendresse. Il ne peut y avoir que des révoltes pleines de tendresse. Mais c'est trop chaud. Ah, Caronix, petite claque virtuelle. Non, Caronix, on peut pas dire ces vannes-là. Ouais, on entend dire souvent que c'est une musique violente, le rap. Alors là, il part sur le rap. Il dit, moi, je n'entends que des chanteurs appartenant à un endroit, étant attachés à des gens tenant à une histoire, à leur dignité. Et il disait que lui, c'est important, le rap, parce que souvent, le rap, c'est quand même des mots percutants. Hein. C'est vrai que peut-être là, on a en tête des idées de rappeurs qui sont un peu pas terribles, parce que, voilà, c'est plein de gros mots, c'est vulgaire et tout. Mais c'est vrai qu'il y a du rap, il y a aussi du rap, le rap qui fait sens, avec des mots qui percutent. Et il disait par exemple, pour lui, les anciens chanteurs tels Brel, Ferré ou Brassens, peut-être les plus jeunes ne connaîtront pas, mais voilà, des grands chanteurs français à texte, pour lui ce sont des rappeurs en fait, parce que déjà ils avaient le sens du mot qui percute et tout. Et il dit Gaël Faye que voilà, le français c'est une langue qui a été créée pour peser. Voilà, c'est une langue percussive qui tape, qui frappe. Et en même temps, du coup, le rap, c'est une musique frontale, donc ça va très très bien avec la langue française. Je trouve ça trop bien comme vision du rap, ça fait du bien. Des chansons engagées dans son dernier album, on verra un tout petit extrait de sa dernière chanson, avec des stéréotypes qui perdurent en France. Ben oui, là je le cite, hein, on nous appelle PD, Blanco, Bougnoul ou bien Nègre. C'est ça qu'il dit dans sa chanson, parce que c'est des stéréotypes, des clichés, des insultes qui sont toujours là, bien présents dans la société. Hein. Et il a écrit cette chanson parce que il avait écrit suite à une première chanson qui s'intitulait Je pars. Et en fait, il s'est fait complètement démonter sur Twitter en disant ah bah tu pars, bah tant mieux, enfin qui part, voilà, au lieu de rester, vous savez, ce genre de truc qu'on dit parce qu'on a peur un peu des gens qui sont d'origine étrangère. Bref. Et lui, il pouvait pas rester comme ça, du coup. Surtout qu'il dit que c'était un rimbaldien. Mais je crois que ceux qui l'insultent, ils n'ont pas forcément la culture, quoi. C'est le rimbaldien qui fait référence à Rimbaud. Donc c'est pas lui en particulier, mais surtout, ça m'a fait bondir, c'est le flot d'injures et de racisme. Bah oui, c'est ça. Il fallait qu'il réponde. Et oui, et donc il a répondu comme ça. Et il parle aussi dans ses chansons de gens qui sont un peu oubliés. Ah, je me souviens, j'en étais dans la fidèle abonnée. C'est trop gentil, mais merci beaucoup. C'est trop cool. De gens dont on parle pas beaucoup. Par exemple, des tirailleurs sénégalais qui ont libéré la France pendant la guerre, qui ont eu des histoires d'amour avec des femmes dans les villages. Mais sauf que, voilà, on les a beaucoup montrés du doigt. Ils ont été victimes de racisme, mais il y a de l'amour aussi, c'est possible entre deux personnes d'origine différente. Voilà. Et à chaque fois, il y a quelque chose de très positif dedans. Et il parle aussi des harkis, par exemple. Les harkis, hein, c'était comment on pourrait dire, des auxiliaires des troupes françaises pendant la guerre d'Algérie. Et quand ils ont été rapatriés en France, ils ont été parqués dans des camps, en fait. Moi, je ne le savais pas. Et comme Gaël Faye, il le dit dans l'article, je l'ai découvert en lisant un livre qui s'intitule L'art de perdre, d'Alice Zeniter, qui a aussi le prix Goncourt des lycéens, qui est juste génial. Et il parle de ces gens-là, donc en fait, on parle pas. Donc ces chansons, elles sont presque informatives, quoi, parce qu'on apprend des tas de choses, et surtout, on apprend à découvrir ces oubliés, là, qu'on a envie d'oublier parce qu'on a un peu honte, quoi. C'est un peu ça. Je ne sais pas quand tu as commencé. Ouais, j'étais là presque au début. Ouais, sûrement. J'ai commencé en février 2021. Après, j'ai fait une petite pause cet été. Et puis voilà. Et je stream un peu moins cette année. Oui, parce que j'ai moi mon conjoint à la maison, que les enfants ne peuvent pas s'autogérer. Et voilà. Et que je vais faire d'autres petites choses à côté. Mais oui, c'est depuis 2 février 2020. Bref, il nous dit tellement de choses sympas, Gaël Faye, qui font réfléchir, qui percutent. Il parle du devoir de mémoire aussi. Forcément, lui, il a été témoin de pas mal de choses difficiles. Pourquoi ? Parce qu'au Burundi, le Burundi où il a grandi, c'est
C'est un pays qui est voisin du Rwanda, alors on voit pas très bien, c'est un peu flou. Mais il y a eu aussi des conflits sanglants qui ont duré mais, des années. Je reprends mes notes pour vous montrer ça. C'est assez dingue hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on le sait pas tellement ça. Ben oui, alors dès 72, entre 100 000 et 300 000 Hutus sont assassinés par le gouvernement et l'armée sous domination Tutsi, donc voilà, on a toujours ces deux ethnies. 93, assassinat du premier président du pays démocratiquement élu de 3 mois plus tôt, fait qu'il y a eu une flopée de violences meurtrières faisant entre 50 000 et 100 000 morts. Aussi bien Tutsi que Hutu, de véritables massacres, ouais, qui marquent le début d'une guerre civile qui s'est achevée quand? Qui s'est achevée en 2005. Et on a parlé du Burundi, malheureusement de façon pas terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants soldats au Burundi. Voilà, les enfants qui très tôt prennent les armes et combattent, quoi. Mais genre, 7-8 ans, quoi. Mais non, mais trop bien, mais trop chouette, mais trop bien. Ah, ça, mais merci beaucoup. Oh, mais c'est trop chouette. Merci beaucoup. Du coup, voilà, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas la notion de ce qui s'est passé forcément dans ces deux pays-là. Et grâce à Gaël Faye, on en apprend pas mal. Et en plus, on peut l'écouter. Et je trouve que la musique, pour voilà, notamment les jeunes qui aiment bien le rap, c'est assez percutant. Et c'est fait pour ça aussi, la musique. Voilà, c'est fait, ok, on peut profiter de la musique, c'est cool, on passe un moment, mais ça fait aussi réfléchir. Et ça, c'est plutôt chouette. Et c'est trop bien. Je vais vous passer un petit extrait de Gaël Faye, rapidement. Oh, mais c'est trop gentil, un petit abonnement Prime, c'est trop gentil. Je vais vous faire écouter ça. Et j'ai mis ma petite alerte, en plus je suis trop fière de moi. Parce qu'il faut savoir quand même, Tokila, que je suis juste une apprentie streameuse, mais genre débutante, mais je pense que je serai débutante toute ma vie. Parce que ça va trop vite ce qui se passe sur Twitch pour comprendre le pourquoi, du comment, le truc, de quoi je suis complètement paumée. Donc voilà, il faut pas m'en vouloir si des fois je suis complètement, voilà. Mais trop gentil. Mais merci Tokila, c'est trop sympa. Ça me fait trop plaisir. Et du coup, on va regarder ce petit extrait de chanson. Allez, vite fait. Hein. Voilà. Je vais vous le passer. Comme ça, c'est sur YouTube. Alors voilà, je vais pas passer tout le clip, hein, mais juste un petit commentaire. C'est toujours hyper esthétique aussi, très soigné ces clips vidéo. Et ça, c'est plutôt chouette. Il a une sorte d'élégance comme ça, Gaël Faye, qui est plutôt qui est plutôt sympa, quoi. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Voilà, juste pour que vous ayez un peu l'ambiance du truc. Mais voilà, faut juste le découvrir, il est vraiment génial, Gaël Faye. Mais je suis trop gentille pour les retours, merci Tokila. Oui, c'est vrai, on peut dire que je suis passionnée. Parce que je fais un truc, j'aime beaucoup le faire à fond. Et je me suis pris pas mal au jeu, donc je suis contente d'avoir ce genre de retour. Ouais, après, il faut aimer, faut aimer Caronix, le rap, le slam et tout. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui change de tout ce qu'on peut écouter d'habitude, qui est très grand public et qui n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Je ne citerai pas de nom. Et il y a effectivement un petit côté... il y a quand même un côté musical sympa. Alors, quand il est sur scène, par exemple, il a tous ses musiciens. Il n'a pas juste une boîte à rythme, un truc à l'ancienne et tout. Non, il a pas mal de musiciens. Donc, au niveau musical, c'est quand même super chouette. Donc, voilà. Gaël Faye, en tout cas, ce qu'il a à dire, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette... vous l'aurez compris, du coup. C'est tout ça. Quelle heure il est? Parce que là, mes enfants, ils vont bientôt être... les moins 10. Ils vont bientôt être en autonomie. Je vais vous parler de deux petites choses. Peut-être que je laisserai le côté scientifique, sommes-nous seuls sur Terre pour demain, puisque je serai là demain. Et je vais parler des animés sur Netflix, mais aussi de cette année 91. Mais oui, mais trop passionnant. Qu'est-ce qui s'est passé en 91? Comme je vous le disais, moi j'avais quoi? Attention, parce que là vous allez dire, je me sens vieille quand je dis ça. Hein. J'avais 7 ans. 7 ans. Et comme je vous le disais, moi mon trip c'était, mais j'ai écouté des heures sur mon vieux poste audio cassette, la BO de la petite sirène. Mais oui. Et pendant ce temps-là, en Union soviétique, qui était anciennement la Russie, certains écoutaient du métal et du hard metal. Voilà. Et il y a notamment eu un festival qui a
complètement changé la vie en Union soviétique, qui s'est déroulée en 91. C'est un contexte historique assez particulier, on va le voir, et qui a surtout été comment dire, le symbole d'une jeunesse un peu révoltée qui avait besoin enfin de se libérer. Ouais, libérer, liberté, les grands mots sont lâchés. Et l'article est super intéressant, il est sur le... c'est un article du Monde dans le M le Mag. Voilà, c'est sorti le week-end dernier. Mais j'ai appris plein de choses, donc je voulais trop vous le partager, hyper passionnant. Plutôt électro-swing et rock. Ouais, mais métal, non? Caroline, c'est un peu, non? Je sais plus. Peut-être que cet article, du coup, il va t'intéresser un peu. Surtout qu'on va parler de groupes qu'on connaît, comme Metallica, AC/DC, entre autres. D'autres que je connais pas perso, mais il y en a eu quelques autres durant ce fameux festival. Il s'appelait comment, ce festival? Monsters of Rock, et c'était une étape bruyante, ça c'est vrai, vous allez le voir, de la chute de l'Empire soviétique. Parce que, à ces périodes très particulières, en Union soviétique, en 91. C'était il y a 30 ans, voilà pourquoi on en reparle. Et ça s'est passé un 28 septembre. C'est aujourd'hui, c'est parfait. Pour une fois, je suis timing avec les anniversaires, c'est pas souvent le cas. Alors, voilà, plein de groupes de rock sont venus jouer leurs chansons devant une jeunesse qui avait besoin de ça. Qu'on voit un petit peu là sur les photos. Alors oui, hein, pas sans heurts, on va dire. Hein. Il y a eu des choses, des petits couacs. Mais en tout cas, c'est un festival qui a été historique. Ils étaient des milliers, je crois même des millions, 1 600 000, diront certains membres du groupe californien Metallica. Bref, ils étaient énormément à aller rejoindre ce festival. Et surtout cette foule hurlante qui exulte et qui tangue comme dans un pogo géant. Pogo, voilà, c'est vraiment se tendre dans un concert où on se fonce l'un contre l'autre, là où je n'aime pas aller. Un jour, je me suis retrouvée au milieu d'un pogo et je me souviens trop qu'il y a un gars de la sécu qui m'a genre soulevé comme ça, genre, et puis qui m'a mis derrière la barrière. Magnifique, je suis ressortie vivante. Mais c'est pas pour moi, hein. Moi je préfère être un peu plus derrière. Sur les rares images, voilà, qui ont immortalisé leur arrivée à ce concert de légende, ben oui, on les voit une marée de vestes en jeans, c'était l'époque, hein, des blousons de cuir, des bandanas gauchement noués, là les bandanas je me souviens bien, des visages déformés par l'excitation. Ben oui, bon après c'est vrai qu'il y a eu toute une ambiance festival, hein. C'est pas sans alcool ni rien, c'est ce qui est marqué, ni sans violence, ça pour le coup il y a eu pas mal de débordements. Qui pouvait imaginer que Moscou compta autant de chevelus, c'est comme ça qu'on appelait les métallistes, ben oui, comme on désigne en Russie les métalleux. Et c'est vrai ils étaient plus habitués, nous dit l'article, à raser les murs de leur cité, hein, dans une URSS, une Union soviétique qui n'a pas encore tout à fait dit ces derniers mots. On va le voir pourquoi. C'est vrai que voilà, c'était pas vraiment le genre de l'URSS à l'époque, hein, les métalleux, ça c'est clair. Et ils arrivent de partout finalement, de toute l'Union soviétique, jeunes adultes ou ados rebelles, c'est quand même pas mal la jeunesse, hein. Ils sont énormément, voilà. Et les groupes qui ont joué là-bas ont dit c'est le meilleur concert de leur vie, comme Metallica. On verra un petit extrait après. C'est plutôt impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ben oui, ouais, ils ont vécu un moment d'histoire, c'est clair. Alors il y a des artistes, hein, ces noms qu'on n'aurait jamais imaginé voir débarquer sur la planète communiste, puisque après-guerre, on le sait, hop, URSS, communisme, bien, voilà, si on pouvait résumer comme ça. Et là, pourquoi eux jouent là-dedans? Ça n'a rien à voir avec ce qui se passait à l'époque. Oh, bonne soirée, merci d'avoir été là. Tu sais, moi, et pourtant, ça défile pas non plus énormément dans le live, mais moi, j'ai pas le réflexe encore de tout bien regarder à temps. Mais trop gentil d'avoir été là. Merci beaucoup, hein, pour tout. Et du coup, voilà, il y a un contexte aussi historique qui est important. C'est que du coup, on est en 91 et c'est ce qu'appelle le monde une sorte de carambolage. Carambolage, c'est quand ça se percute, quoi, de l'histoire que constitue cette année, celle de l'écroulement de l'Union soviétique. Voilà, Seconde guerre, Union soviétique, sauf que à bout d'un moment, ça s'essouffle. Il faut savoir qu'un mois avant le festival, il y a déjà eu une tentative de putsch. Qu'est-ce que c'est qu'un putsch? C'est en gros quand on veut déloger quelqu'un qui est au pouvoir, mais en mode loose day, quoi, en mode voilà, on ne prévient pas, et puis voilà. Un truc en général, c'est jamais très funky. Ça se fait beaucoup avec de la violence, ou en tout cas, ils y vont et puis c'est comme ça. Sauf que ça a échoué, et pourquoi? Parce que des centaines de milliers de personnes étaient dans la rue pour manifester vers la Maison Blanche, qui était... c'est pas la Maison Blanche de Washington, hein. C'est le siège du Parlement de la Russie soviétique. Et ils étaient dans la rue,
et finalement ils l'ont emporté sur les tanks, la violence, voilà, et finalement le putsch n'a pas eu lieu, mais l'Union soviétique voilà, sera fini quelques temps après, donc forcément c'était au niveau politique quelque chose qui se délitait, quoi. C'était la fin de toute façon. Donc le festival, ça a marqué aussi la fin de quelque chose et le début d'autres choses aussi. Qu'est-ce que c'est dit aussi? Oui, bah oui, qui a organisé ce festival aussi? Il y a un petit peu les États-Unis là-dedans. Mais oui, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a déjà vu ça. Hein. Il y a l'URSS d'un côté, les États-Unis de l'autre, c'est un peu les grands ennemis. Hein. Donc forcément, bon, voilà. C'est un peu les États-Unis qui ont eu cette idée, en tout cas, de tourner, mais ça se faisait déjà en Europe. Et puis après, l'idée de l'envoyer jusqu'en Union soviétique, c'est venu des États-Unis. Comme un cadeau à la jeunesse russe. Ouais, mais il y a un truc un peu politique aussi derrière, forcément, puisque ce sont les grands ennemis de la Russie. Un festival qui a été organisé en 3 semaines, mais en gros, ça, il faut genre 6 mois pour organiser un festival comme ça. Bon, il y a des photos un peu, voilà, donc je les passe un peu, parce que quand même, des fois, il y a des plus jeunes qui regardent. Et qu'est-ce que nous dit l'article aussi? Bah oui, il y a eu un petit peu de violence quand même, parce qu'il y avait énormément de gens là-bas. Alors ils avaient dit aussi à c'était qui? Au nouveau dirigeant de la ville de Moscou, oui, bon, allez, 5000 spectateurs tout au plus, voilà. Donc en fait, c'était pas du tout le cas. Grand moyen de sécurité, il y avait des hélicoptères qui passaient en rase-motte au-dessus de la foule. Il y avait aussi 11 000 membres diverses de forces de l'ordre. C'est un truc de malade, quoi. Et puis c'est ce que nous dit l'article. Oui, c'est assez nouveau. Pourquoi? Et ça, c'est dingue, je ne le savais pas. En fait, au début des années 80, en Union soviétique, il est encore interdit de se lever pour danser. Il est interdit de se lever pour danser. Donc là, c'est le truc de malade, quoi. Je sais pas si vous imaginez, interdit de se lever pour danser. Voilà. Donc, c'est assez dingue. Ça nous en dit beaucoup sur voilà, l'état d'esprit un petit peu de l'époque. 28 septembre, sur les coups de 15h, premier groupe à jouer s'appelle Pantera. C'est un collectif texan, mais qu'importe parce que là, tout le monde se déchaîne, les jeunes se déchaînent, ils ont besoin de se défouler. Une libération pour la foule qui patiente depuis des heures. Ben oui, on entend la rage qui sort de ces centaines de milliers de gorges. On dirait que ce sont 80 ans de totalitarisme. Ben oui, parce que c'était ça le régime soviétique. Et de frustration qui sont soudain éructées. Donc il y a un côté symbolique à ce concert-là. La police réagit comme elle sait le faire. Coup de matraque, charge brutale. Oui, festivalier, arrêté. C'est sûr. Voilà. Je ne vais pas vous montrer les images parce que c'est un peu violent. Mais bref. Pas mal de choses aussi dans cet article. Ben oui, il y en a quelques inconscients qui répondent, hein, mais pas tellement. Mais quand même, on est quand même au niveau autoritaire. Hein, c'est toujours estampillé URSS. Ça n'a pas changé, même à quelques mois d'un régime qui se délite. C'est ça. Pour les autorités, le sentiment de défi est sans doute renforcé par les innombrables drapeaux qui flottent dans la foule. Drapeau russe, hein, devenu le symbole des démocrates opposés à l'Union soviétique. C'est ceux qui vont prendre après le pouvoir. Mais aussi des drapeaux des républiques qui, les unes après les autres, retrouvent leur indépendance. L'Ukraine, la Lituanie, la Géorgie. Il y a des drapeaux rouges aussi sur lesquels on inscrit le nom des vedettes. Les drapeaux américains, britanniques, allemands. Donc tout ça au même endroit. Voilà. C'est une sorte d'arrogance aussi qu'on affiche sur les drapeaux. Mais l'arrogance, c'est un peu le propre des jeunes. Donc voilà, c'est normal que ça se fasse comme ça. Un groupe russe aussi qui a joué. EST, je connais pas. Les violences se poursuivent, ben c'est vrai, c'est pas très cool. Par contre, ça se calme quand il y a un groupe qui arrive sur scène qui s'intitule The Black Crows. C'est-à-dire quoi, Crows, en anglais, je me rappelle pas. J'espère que c'est un truc... Crows. Je sais plus ce que ça veut dire. J'espère que c'est pas un truc... Non. C'est quoi déjà, Crows? Je sais plus. Si jamais vous êtes bon en anglais, n'hésitez pas. Qui là apaise plutôt les corps avec son rock aux accents blues. Donc là, ça se calme un petit peu. Et puis après... Qu'est-ce qu'il y a? Apothéose musicale. Bien sûr, Metallica. Mais oui, Metallica, super connu. Et le groupe australien ACDC. Corbeau, merci. Caronix, merci. Les corbeaux noirs, du coup. C'est ça. Ce qui est peut-être un peu un euphémisme. Comment on dit pas un euphémisme? Un pléonasme. C'est ça. Un corbeau noir. Un peu ça. Ouais, c'est ça. Merci. Merci. Ouais, c'est un peu plus argot, peut-être. Ok. Et puis voilà, CDC, bien sûr, mais oui, vous les connaissez, c'est sûr.
Les artistes donnent tout parce qu'en plus il y a quelque chose d'un enjeu de malade, donc c'est assez phénoménal. Il est 19h, j'ai encore un petit peu le temps quand même. Que retenir de cette journée? Eh bien oui, c'est que, alors certains, les organisateurs disent oui, on a fait tomber l'URSS et tout. Peut-être pas parce que déjà ça, voilà, c'était la fin. Mais en tout cas, le rock a influencé la société. Le marxisme, ça m'a déjà longtemps disparu des jeunes, oui, voilà. La musique de Kiss, c'est ceux qui sont maquillés là, c'est du glam rock. Ou AC/DC, il y a introduit un certain sens de la liberté. Et oui, liberté, le mot est lancé, nous dit l'article. Des petites révolutions personnelles que vivent les jeunes en dehors de la musique aussi. Il y a des changements qui secouent l'Union soviétique, par exemple. Certains jeunes découvrent les poèmes interdits. Hein, la culture a été très contrôlée, censurée. On lit tous les journaux, on écoute les débats politiques à la radio. Et puis voilà, la musique, c'est encore un cran en plus. Et c'est vrai que la musique, il y a souvent ça quand même. Il y a des enjeux derrière. On l'a vu avec Gaël Faye, c'est très engagé. On peut faire passer des messages. Clairement, c'est un art qui fait passer pas mal de révoltes et d'idées qu'on veut revendiquer. Ça, c'est clair. Donc maintenant le lieu a fermé. Certains métalleux ont toujours les cheveux longs, mais voilà, ils sont un peu rangés de la musique. Mais en tout cas, cette date du 28 septembre 91 ne sera pas oubliée de sitôt par ceux qui l'ont vécu, et en tout cas par la Russie, anciennement l'Union soviétique. Trop passionnant. Et juste pour que vous ayez un peu l'ambiance du truc, mais regardez ça. C'est voilà, c'est à l'époque Metallica. On a les hélicos et tout. Je n'ai pas tout vu, j'espère que je ne vais pas tout revisiter. Sinon je coupe. Hein. Voilà la foule. La foule, mais regardez cette foule. Quand on parlait des hélicos et tout, mais c'est carrément ça en fait. Voilà, cette petite scène là, les drapeaux, les jeunes, les bandanas. Ce fameux drapeau, le drapeau américain, ben oui, c'est sûr. C'est pour toi, Caronix. Voilà, le meilleur concert de leur vie, on dit les membres du groupe Metallica. Voilà, parce qu'il y avait quelque chose d'historique, il y avait un truc, voilà, jamais vu. C'est assez dingue. Voilà, pour le côté un peu ambiance de la chose, je trouve que c'était une bonne illustration de l'article que je vous ai lu. Voilà, et 19h, 19h03, juste, j'ai 5 minutes quand même pour vous parler de... J'ai un petit peu de rab. Pour vous parler du dernier sujet que je voulais vous présenter. C'est un sujet sur quoi? Sur les animés japonais. Ben oui, les animés japonais, c'est très très apprécié des jeunes, mais pas que. Moi, je parle des jeunes parce que ben oui, forcément, les collégiens sont fans des mangas et des animés parce que ça va ensemble. Et il y a une sorte de lutte pour la diffusion d'animés. Et tout ça, ce sont des luttes, des enjeux marketing, de business, d'argent, tout ça. Et c'est un article qui est court, donc c'est pour ça que je vous le présente. Mais intéressant parce que ça nous montre que quand même on est dans un truc business forever. C'est un peu ça. Tu peux monter en bas, descendre. Oui, parce qu'on parlait de pléonasme. Ouais, c'est ça. Un peu ça. Ça c'est les plus connus. C'est pour ça aussi. Alors, j'ai pas la diffusion en entier, mais je l'ai là, en version imprimée. Mais comme ça, vous pouvez voir quand même un visuel. Ben oui, la demande pour les séries et films d'animation japonaises ne cesse de croître. Ben oui, poussant les plateformes à se disputer les exclusivités. Et c'est des combats de malades qui se jouent à des millions de dollars. Hein. C'est pour ça que Netflix a augmenté nos abonnements, les coquins, et pas qu'un peu en plus. Hein. Oui, parce que nous... C'est quoi? Parce que nous voulons meilleure qualité, meilleure production, nous réalisons plein de trucs. Voilà, ça augmente. Depuis quelques mois, la consommation d'animés japonaises, ou d'animés, sur les plateformes de streaming connaît une croissance mais fulgurante. Et il y a eu des succès, bien sûr, phénoménaux, comme One Piece, par exemple. Bah oui, ça se présente plus. L'Attaque des Titans, il y a eu le final, ça a été suivi par des millions de personnes. Enfin, c'est des sagas qui sont ultra populaires et forcément qui sont vues par des millions de personnes. C'est disponible sur Netflix ou sur Amazon, selon les animés. Une guerre d'exclusivité fait rage, ben oui, entre ces acteurs qui se disputent un marché de 23 milliards de dollars, c'est énorme.
dans le monde selon une étude de l'association d'animation japonaise. Alors sachez qu'il y avait quand même des services de streaming spécialisés dans les animés japonais. Comme, alors je savais pas du tout ça. Alors j'arrive pas à le dire. Attendez, c'est un truc de fou. Je sais pas, j'arrive pas à le lire. C'est écrit en tout petit, mais alors là... Est-ce que là... Crunchyroll, si ça va. Crunchyroll, qui était déjà spécialisé là, mais voilà, ils ont été rachetés. Ben oui, ils ont été rachetés parce que voilà, il y avait... Ça sentait l'argent, tout ça. Donc ils ont été rachetés par qui déjà? Par une plateforme qui appartient à Sony, je crois. Bref... Netflix a obtenu l'exclusivité, par exemple, pour l'Attaque des Titans. Non, c'était pour... Non, alors je connais pas. Alors, un anime que je connais pas. Et Netflix a obtenu les exclusivités. Un mot néerlandais, un petit peu. Et bref, depuis, ils diffusent toute la saison d'une traite, alors que sur la plateforme comme ça, c'était diffusé une fois par semaine. Enfin, voilà. Et Netflix se permet de diffuser tout d'un coup, et forcément, ça ramène beaucoup de monde et beaucoup d'abonnés. Amazon aussi joue des coudes pour exister sur le marché. Ben oui, ils ont acheté les droits du dernier film de la saga Evangelion. C'est vrai que c'est un manga qui fonctionne bien. Sauf que tout le reste de l'histoire était auparavant disponible chez Netflix. C'est pour ça que c'est la guéguerre. C'est pas terrible. C'est un appétit sans fin, c'est vrai, pour l'animation qui finit par faire grimper en flèche, le cours des acquisitions. Bah oui. Si personne n'est prêt à révéler le montant des transactions, c'est que ça chiffre en millions. En tout cas, c'est bien réel. Mais la concurrence est totalement asymétrique. D'un côté, il y a Netflix et ses 200 millions d'abonnés payants. De l'autre, des spécialistes comme Crunchyroll, seulement 5 millions. C'est déjà énorme, mais par rapport à Netflix, c'est rien. Netflix, c'est la machine qui broie comme ça, qui broie tout le monde. Premier mouvement post-fusion sont là. Oui, c'est après parce que Crunchyroll a été racheté par un groupe de Sony. Ils vont diffuser la saga de la lucrative série Demon Slayer, sachant que le film Demon Slayer est sorti au cinéma, je sais plus quand c'était, mais c'était en juin peut-être dernier, en tout cas c'était par là. C'était gros succès, je crois que ça a battu tous les records au box-office, donc c'est assez dingue qu'un animé au cinéma fasse autant de spectateurs, quoi. C'est assez dingue. Ce qui est nouveau, c'est que du coup Netflix et d'autres plateformes sont prêts à s'impliquer dans la coproduction et l'investissement. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent dans les artistes. Le but, c'est quoi? C'est donner aux créateurs un nouvel espace pour produire les prochains grands dessins animés. Et ça, c'est plutôt pas mal quand même, donner la chance, peut-être des inconnus. Et puis voilà, produire des trucs estampillés Netflix, estampillés Amazon, etc. Mais pourquoi pas? En tout cas, c'est un effet positif tout ça sur la totalité du marché des produits culturels japonais. Ben oui, maintenant on parle de génération Netflix, surnom donné à ceux qui ont découvert les animés sur le service. Et puis les mangas, les mangas se vendent toujours plus. Toujours plus, c'est un truc de malade. On parle vraiment d'un phénomène qui ne j'essaie de trouver mon mot, qui ne désemplit pas, je sais pas comment dire, qui ne décroît pas. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais ouais. Ouais, bon appétit. Moi, je vais driver mes enfants. Je mets un petit peu de rame, mais il faut pas abuser non plus. Bon appétit, Caronix. Et moi, voilà, c'est déjà l'heure de partir pour aujourd'hui. J'ai fait qu'une petite revue de presse, mais oui. Mais voilà, je vais driver mes enfants. Cette heure magnifique qui est l'heure de la fin de journée, qui d'habitude est réservée à mon conjoint, mais qui assure, j'avoue, qui assure parce qu'il s'occupe des enfants à la pire de la journée quand ils sont excités, fatigués, tout ça en même temps. Nous, quand on est fatigué, on s'écroule. Non, eux, c'est le contraire. Eux, ils ont une énergie fois 10 000 qui fait qu'ils vous épuisent. Mais voilà, on les aime bien sûr parce que ce sont nos enfants. Donc, je ne vais pas me plaindre. Merci d'avoir été là pour ce petit stream. Je serai là plus longuement demain, promis, à 18h15. On n'est pas sur des galères de voiture, de trucs. Peut-être que si. Et si, sur une galère de voiture, je finis juste là-dessus. Quand même, je me suis dit, j'ai plus de galère de voiture et là, je fermais ma porte. Il saute de ma porte, le gros joint là, qui entoure la portière qui me tombe dessus. J'ai essayé de recoller à l'arrache. Enfin, c'était un peu bizarre. Donc, normalement, on n'est pas sur des galères de voiture. Je serai là demain à 18h15 et je serai là pour vous proposer un petit live dédié à la culture, l'actualité culturelle. Bon appétit, c'est Swanot et tous les autres aussi. À demain. Bye bye.